Non. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. 20h12 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. À la veille du 7 octobre, un an après les atrocités commises par le Hamas, nous avons choisi de donner la parole aux proches des victimes. J'ai échangé cette semaine avec Doron Journo, qui est le père de Karine Journo, qui a été tué par le Hamas au festival Nova. Sa fille avait 24 ans. Elle était partie danser avec des amis. Son père l'a cherché pendant des jours jusqu'à ce qu'on lui annonce sa mort. Et ma première question était de savoir comment il allait un an après et comment allait sa famille. Depuis le 7 octobre 23, ça la même chose. C'est pas la même chose. C'est très dur, très difficile pour nous parce que je croyais que un an, mais c'est très 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 difficile. Aujourd'hui ça c'est la fête Rosh Hashanah. Je dis comme ça, ma femme elle est maintenant dans la chambre, elle n'a pas fait le manger, elle veut pas sortir de la maison, elle veut pas faire la fête. Et toujours elle pleure. Et ma femme seulement elle va travailler. Après qu'elle retourne de la travail, elle reste à la maison, elle fait pas rien. Moi, toujours, j'achète les manger dehors. Ma femme et moi, c'est pas la même chose. C'est très difficile. Je crois que Karine, elle va rentrer. Elle est partie en vacances. Elle va retourner. C'est très, très difficile. Il y a un an que Karine, elle est morte. Et c'est la même chose. La même chose. La même douleur, Doron Journo. Est-ce que pour les auditeurs d'Europe 1, vous pouvez nous dire de quoi vous vous souvenez? Les jours que jamais j'avais oublié, parce que moi, je ne savais pas qu'il y a beaucoup de terroristes. Karine a parlé avec moi. Elle m'a dit qu'il y a des bombes. Et elle va monter dans la voiture, elle va venir à la maison. Et moi, j'ai dit, ok, elle va venir, Karine, à la maison. Et pourquoi jamais j'avais oublié? Parce que je croyais qu'elle va à la maison. Et moi, j'ai fait la vaisselle. Et on a bu un café, moi et ma femme. On sait qu'elle va retourner à la maison. Et à cause de ça, moi, je pleure parce que je croyais que le Karine va... Et moi, j'ai resté comme une bête comme ça, dans le salon. Ça, c'est un jour que jamais j'avais oublié. Karine, elle est morte. Elle n'est pas morte. Ils ont brûlé Karine. Elle n'est pas morte comme ça. Elle a brûlé les terroristes, les Hamas. Mais jamais j'avais oublié parce que je croyais qu'elle va retourner à la maison. Doron Journo, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez appris la mort de Karine? Moi, quelqu'un m'a envoyé une photo vidéo de Karine, elle s'assoit à côté de l'ambulance. Et ma femme, elle a dit, ok, si elle est dans l'ambulance, peut-être elle a pris un coup ou elle est pas bien. On va partir à l'hôpital. On est parti à l'hôpital Barbilai. On est parti à l'hôpital à Ashkelon. Et après, on a cherché beaucoup Karine, on a crié là-bas, on a crié Karine, je croyais qu'elle est là-bas. Et après, on n'a pas trouvé Karine, on est parti à l'hôpital de Beersheva, Soroka. On a crié là-bas. Ok, on a cherché beaucoup de temps dans l'hôpital, on n'a pas trouvé Karine. On a retourné à la maison. Moi, je croyais que Karine elle est kidnappée. Et après un jour, l'armée, ils sont venus chez nous et ils ont dit qu'ils ont trouvé Karine et Karine, elle est morte. De Karine, ils ont trouvé seulement 3 dents. Ça doit être terrible pour un père. Doron Journo. 3 dents, c'est terrible. 3 dents. Ouais, c'est épouvantable. C'est épouvantable pour le père que vous êtes, pour votre femme, pour votre famille. J'imagine que ça a été un moment terrible pour vous et que
Vous avez dû être envahi d'un chagrin extrême et d'une colère certainement extrême, Doron Journo. Ouais, c'est très, 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 très difficile, ouais. Doron Journo, est-ce que vous avez peur aujourd'hui? Ouais, ouais. C'est très... J'ai peur maintenant. Même hier, il y a 7 personnes qui sont mortes à Yafo. Moi, j'ai peur maintenant. Ouais. C'est pas comme avant. Merci en tout cas, merci beaucoup Doron Journo d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci. Il est 20h17, Rachel Binas, journaliste à Marianne et auteur de l'ouvrage Victimes françaises du Hamas, leur histoire, notre silence, aux éditions du Cerf, sorti ce mercredi 2 octobre. L'Observatoire. De l'Observatoire, d'accord. De l'Observatoire, pardon, excusez-moi. Oui, et en plus écrit dessus. Donc voilà, merci d'être avec nous dans ce studio. Votre livre donc est sorti mercredi. Et on voulait vous entendre, Rachel Binas. D'abord, pour les auditeurs d'Europe 1, vous connaissez ce papa qui vient de témoigner de l'enfer. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'il a vécu. Il n'y a pas de mots, Rachel Binas. Il est extrêmement courageux, sa famille aussi aujourd'hui. C'est un homme extrêmement fort, en effet, que j'ai pu rencontrer chez lui. Lui, sa fille aînée, Métave, et puis son épouse également. Ils m'ont reçu chez eux, dans cet appartement joli, moderne. Et en effet, c'est une famille dévastée, qui vit de manière différente la souffrance, parce qu'on ne la vit pas forcément de la même manière, et qui, comme il le dit très bien, a attendu avant de savoir si sa fille était ou pas en vie. Il a la pudeur de le dire, de ne pas le dire, mais voilà, on retrouvera 3 dents de sa fille. Il faut savoir que certains corps étaient dans de tels états que Israël a dû avoir recours à des archéologues pour pouvoir identifier les restes. Et c'est un homme extrêmement fort qui lutte, qui se bat, comme vous n'avez pas idée, pour faire vivre la mémoire de Karine. Mais Tav aussi, la sœur, elle m'en a toujours parlé comme, voilà, qui est une épicurienne, Karine, qui aimait beaucoup s'amuser, voyager, profiter de la vie, très curieuse des autres, qui pratiquait un humour noir extrêmement puissant. Et c'est ça qu'ils veulent, voilà, qu'on retienne d'elle, sachant que cette famille a des liens forts avec la France, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors, Doron, sa première langue, sa langue maternelle était le français, même si aujourd'hui l'hébreu tend à dominer. Et puis, il me racontait que sa propre mère, qui avait donc immigré en Israël, avait gardé ce rituel. Chaque semaine, en Israël, elle allait se procurer le Nouveau Détective, le journal. C'était une fan de cette revue. Alors, Rachel Binas, vous avez souhaité donner la parole aux victimes françaises du Hamas, à leur famille, lors de ces attaques du 7 octobre. Vous avez ces mots: des victimes françaises invisibilisées et gommées de nos débats politiques comme de la vie politique française. Comment vous expliquez? Et vous n'avez pas tort. Il y a 43 victimes françaises, 43 Français qui ont été tués le 7 octobre. Il y a encore 2 otages et on n'en parle jamais. Mais pourquoi? Est-ce que vous avez une explication, un début d'explication, Rachel Binas? Plusieurs pistes de réflexion, chacun se fera son idée. Alors bien sûr, on me dira qu'il y a la proximité géographique. Plus un événement a lieu loin, on arrive forcément à développer une espèce d'empathie. Mais j'ai comparé un petit peu. Je me suis souvenu, souvenez-vous d'Ingrid Betancourt, Georges Malbruno, Christian Chesneau. C'était des otages. Mais bien sûr, on voyait tant mieux, la France les a soutenus. On voyait leurs photos tous les jours en ouverture du 20h. Enfin, la France se mobilisait, le compteur. Et là, on n'en entend pas. Mais pourquoi? Alors qu'il s'agit peut-être de l'attentat parmi les plus meurtriers après celui de Nice. Je pense qu'il y a un malaise parce que déjà, ils ont fait le choix d'Israël et parce qu'ils sont de confession juive et que pour certaines personnes, pas toutes bien sûr, mais dans certains milieux politique, culturel, universitaire, ça dérange parce que ça vient briser un récit qu'on avait jusque-là, selon lequel, quelque part, Israël ne serait qu'un État dominateur, génocidaire, colonisateur, et à ce titre, il ne pouvait pas être victime. Alors j'entends ce que vous dites, très bien, mais Israël, c'est une chose. Pardon, mais c'était français. Mais ils étaient français, donc là vous me répondez Israël, moi je vous dis c'était des Français de confession juive peut-être, mais des Français.
Israël n'a rien à voir dans cette histoire. Pourquoi il y a cette espèce d'amalgame ? Mais on vous dit de toute façon, ils ont fait le choix d'Israël et donc à partir de là, ils ne sont plus français, c'est ça un exactement. peu. Ouais. Alors même qu'on l'a dit, Ingrid Betancourt franco-colombienne, mais bien sûr, le côté franco demeuré, persisté, était mis en avant. Là, on a eu beaucoup plus de mal et on a préféré peut-être les reléguer aux marges. Peut-être aussi que on n'a pas voulu en fait à un moment interrompre le temps politique, géopolitique, des conflits, des convictions, pour un temps d'empathie. C'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire, ou en tout cas très peu, entre le 7 et le 8, mais ensuite on n'a pas réussi à leur donner une place. On expliquait qu'on ne pouvait pas mettre un drapeau israélien, par exemple, sur les frontons des mairies, mais il y a eu des drapeaux ukrainiens, des drapeaux arméniens parfois, et on ne voyait pas les mêmes personnes, les mêmes élus s'élever. Donc tout ça est le fruit d'un malaise, et c'est ce que j'ai voulu questionner, pourquoi le 7 octobre est aussi un événement français. Est-ce que vous avez eu... alors, pourquoi le 7 octobre est aussi un événement français ? On le prouve avec, effectivement, en rappelant le nombre de victimes françaises de ces attaques terroristes à propos des 2 derniers otages, Ohad Yahalomi et Ofer Calderon. Est-ce qu'on a des nouvelles ? Est-ce que vous avez pu entrer en contact avec leur famille ? Que sait-on ? Alors, 49 et 53 ans, 2 pères de famille qui vivaient à Niroz, le fameux kibbutz à la frontière de Gaza. Je m'y suis rendue, vous voyez Gaza. Le kibbutz habité surtout par des gens de gauche, on va dire, persuadés de pouvoir vivre bon voisin avec justement les Palestiniens. Certains venaient travailler au kibbutz, certains Palestiniens, certains Gazaouis, certains étaient conduits même à l'hôpital en Israël. Donc, il y avait des rapports assez forts, voilà, des relations en tout cas qu'ils essayaient de nouer. Il faut savoir qu'avant que le Hamas arrive au pouvoir, on a du mal à s'en rendre compte, mais certains d'entre eux, des habitants de ces kibbutz, allaient en vacances, en sortie, à Gaza. On allait à la plage. Une image qui nous paraît à la fois extrêmement lointaine, et en fait, quelque part, c'était hier, à l'échelle de l'histoire. Ces 2 pères de famille, alors leurs enfants ont été libérés, mais eux demeurent otages à Gaza. On n'a aucun signe de vie, sachant que le fait que ce soit des hommes et qu'ils aient 49 et 53 ans rend les espoirs non pas vains, mais extrêmement ténus, extrêmement minces, parce que le Hamas n'a pas pour l'habitude de laisser en vie des hommes. Vous avez aussi dans cet ouvrage rencontré évidemment des proches des victimes, les familles. Vous faites une suite de portraits d'hommes, de femmes morts ou rescapés de ce festival, notamment Nova, le 7 octobre dernier. Qu'est-ce qui ressort de tous ces témoignages, peut-être pour les partager avec les auditeurs d'Europe 1 ? Qu'est-ce que vous disent les familles ? Évidemment, elles ne s'en relèveront pas. Quand on a un père, un enfant dans des circonstances pareilles, c'est un enfant ou un frère, un cousin, que sais-je encore. C'est terrible. Alors, j'aime à croire, peut-être c'est un excès d'optimisme de ma part, mais qu'elles arriveront à se relever parce que alors peut-être que c'est pas de l'espoir, mais c'est de l'espérance. C'est un moment, il faut garder l'espérance, c'est important. Vous avez raison. Oui. Et d'ailleurs, c'est très important pour certaines dans leur pratique du judaïsme ritualisé, où la vie doit continuer envers et contre tout. Ce qui revient et qui m'a peut-être surprise, pour tout vous dire, par exemple, certaines ont dû partir de France pour fuir l'antisémitisme. C'est le cas de Céline, dont les parents, ils vivaient à Villeurbanne, antisémitisme très fort au collège. Ils ont fui et c'est en Israël qu'elle perdra la vie. C'est aussi le cas des grands-parents de Hadas et Galit qui ont fui la France sous Pétain. Mais tous ont gardé, même lorsque ces histoires sont celles-ci, d'autres c'est pour des raisons religieuses, leur attachement à la France demeure très fort et ils ne nourrissent aucune colère, aucune rancune à l'égard de ce pays qu'ils aiment profondément, et ils ont à cœur de transmettre vraiment cette histoire-là, cette histoire française. Ensuite, je les ai trouvés, vous vous en doutez bien, dans un désarroi extrêmement fort. Quelque part, c'est le 8 octobre. On est qu'au lendemain, mais on sent que tant que tous les otages ou les corps ne seront pas revenus, le temps est fixé. J'ai voulu fixer aussi leur mémoire, quelque part, et ces souvenirs-là. Mais eux peinent justement à passer ce cap du deuil pour entamer celui de la reconstruction, parce que c'est un pays entier qui est en deuil. Vous croyez au retour des otages ? Il y a 100 otages qui sont toujours aux mains du Hamas. On a appris ce soir, et je rappelle cette information que nous vous donnions sur Europe 1, confirmation donc de l'armée israélienne, la branche armée du Hamas a été détruite par Israël. Peut-on croire à un retour des otages ? Si vous posez la question à la journaliste,
je vous dirais que ça va être très compliqué et qu'il y a certainement de nombreuses dépouilles et que même les dépouilles sont un objet. De certaines dépouilles ont été transportées d'Israël vers Gaza parce qu'ils savent que ça a une valeur. Si vous parlez à la femme que je suis, je dirais que oui, qu'il faut rentrer dans l'espérance et qu'il faut rester jusqu'au bout optimiste. Au moins pour ces familles-là et parce que peut-être que des miracles existent aussi. Mais c'est extrêmement compliqué. Ouais, extrêmement compliqué. Parce qu'il faut comprendre que c'est pas simplement, alors déjà au cours de mon enquête, j'ai pu voir, c'est pas simplement des hommes affiliés directement des membres du Hamas. Il y a aussi des Gazaouis sympathisants qui ont prêté leur aide, vraiment, qui ont retenu certains otages dans leur propre maison. Un instit, par exemple, retenait un des enfants otages chez lui. Des femmes témoignent des viols qu'elles ont subis. Ça pouvait être par des Gazaouis qui n'étaient pas directement membres du Hamas. Et puis ensuite, là où je pense que le Hamas ne ment pas, c'est qu'il a perdu une partie des otages. Parce qu'il y a d'autres factions, il y a d'autres groupes armés qui s'en saisissent parce que c'est une monnaie d'échange, parce que ça a une valeur. Rachel Midon, vous allez rester avec nous. Votre livre est passionnant. Je voudrais aussi qu'on parle un peu de la France, de l'avenir de la communauté juive de France. On va en parler avec vous. On s'interroge, on se pose beaucoup de questions face à l'explosion des actes antisémites. Vous restez avec nous. Nathan Devers va nous rejoindre dans ce studio et Gabriel Cluzel sur Europe 1. Il est 20h28.